à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire mon bilan lecture du mois d'octobre et je suis pour le moins choquée parce que j'ai lu quand même 7 livres. Je vais vous présenter tout de suite les 7 romans que j'ai lus. Le premier roman que j'ai lu au mois d'octobre, il s'agit de La magie des listes de Paula Rizzo et donc c'est publié aux éditions Le Dux Éditions. Je tiens à remercier la maison d'édition puisqu'en fait ils m'ont contacté justement pour me proposer de découvrir cet ouvrage. Alors je vous cache pas qu'au départ je me suis dit bon, faire carrément un roman qui est quand même pas mal épais sur des listes, qu'est-ce que l'auteur va bien pouvoir me raconter que je ne sais pas. Parce que soyons honnêtes, il faut pas avoir bac+5 pour faire des listes, on est d'accord. Mais j'ai été agréablement surprise parce qu'en fait dans cet ouvrage, l'auteur nous propose tout un tas de listes qu'on ne penserait pas. Franchement, il y a des listes que je ne savais même pas qu'elles existaient ou qu'elles pouvaient être utiles. Et elle nous explique justement par rapport à elle, son parcours professionnel ou sa vie personnelle, comment elle utilise ces listes pour mieux s'organiser. Quel est l'avantage en fait d'utiliser des listes? Parce qu'il n'y a pas que de gain de temps, il y a encore beaucoup de choses comme ça. Par exemple se vider la tête, etc. Parce que souvent on doit penser à 1001 choses à faire et du coup faire des listes, quand on y écrit, ça nous vide un peu la tête et on n'a pas autant de choses à penser qu'en temps normal. Donc franchement j'ai été agréablement surprise du contenu du livre, surtout que pour la plupart du temps, même du cas, l'auteur nous montre justement des exemples de listes. Donc quand en fait elle cite une liste, elle l'illustre. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, on a une petite liste où elle nous donne des exemples. Et il y a différentes parties en fait. On a l'introduction, les listes, donc pourquoi faire, à quoi ça sert. Donc elle nous propose tout un tas de listes. Elle explique aussi comment créer correctement une liste, comment faire justement pour enrichir sa vie sociale grâce aux listes. Plein de choses comme ça. Et ce que j'ai bien aussi aimé, c'était le chapitre 8 sur Parlons numérique. Parce que dans ce chapitre-là, elle nous donne des outils comme des applications sur le téléphone ou sur l'ordinateur qui nous permettent également de faire des listes sans que ce soit forcément sur du papier et qu'on risque de le perdre. Par exemple, si vous faites des listes sur un post-it, vous avez de fortes chances de perdre le post-it et oulala catastrophe, qu'est-ce que j'avais écrit sur le post-it? Et bah là, elle nous propose justement des outils gratuits sur notre portable ou sur l'ordinateur pour nous permettre de faire des listes simplement en version numérique et que tout le monde peut alimenter également. Ce qui a fait que je me suis laissée tenter par ce livre, c'est que je suis une maniaco-dépressive, organisée à fond. J'ai tout le temps besoin de faire des listes pour beaucoup de choses, que ce soit pour mon bullet journal qui s'est transformé en bullet agenda selon moi. Pour ma liste de courses, je ne suis incapable d'aller en magasin sans ma liste de courses. Je peux pas parce que ma liste de courses c'est un gain de temps, je vais que dans les rayons qui sont utiles pour moi, ça m'évite de traîner, perdre du temps, acheter plus que ce dont j'ai besoin. Donc je suis une pro des listes. Chaque jour je fais une liste parce que j'ai beaucoup de choses à penser, ça me permet de voir ce que je peux repousser ou non. Donc j'étais super contente du coup de découvrir cet ouvrage et d'en apprendre encore plus sur des listes que je ne connaissais pas. Et si jamais vous êtes intéressé d'avoir un peu plus mon avis en détail, n'hésitez pas à aller voir ma chronique qui est en barre d'infos. Et en tout cas, j'ai mis la note de 3 sur 5 à cet ouvrage. J'ai ensuite lu The Rain, écrit par Virginia Bergin aux éditions Bayard. Alors je tiens à remercier la masse critique de Babelio et les éditions Bayard puisqu'il s'agissait d'une masse critique spéciale, différente en fait, il n'y avait que certaines personnes qui étaient sélectionnées et du coup ils m'ont proposé de participer et je suis super contente parce que du coup ils me l'ont envoyé. Alors, The Rain, c'est l'histoire de Ruby, une adolescente qui a 15 ans, qui une après-midi passe une journée avec ses amis, elle est dans un jacuzzi avec Caspar, le garçon dont elle est folle amoureuse. Tout se passe pour le mieux jusqu'à ce que, eh bien, une pluie forte s'abatte sur la terre et que, eh bien, tous les amis de Ruby et Ruby elle-même se retrouvent enfermés dans la maison d'une de ses amies. Et en fait, eh bien, Ruby ne comprend pas ce qu'il se passe puisqu'il semblerait que quiconque sorte sous la pluie soit infecté et meurt. Donc le virus que transmet la pluie, c'est un petit peu corrosif quelque part puisque vous avez la peau qui est brûlée, vous êtes brûlé. Et du coup bah, vous mourrez parce que vous mourrez de blessures profondes. Et justement eh bien, Ruby va se retrouver complètement perdue. Elle va être avec son beau-père et sa mère et il va se passer beaucoup de choses. Justement elle ne s'entend pas très bien avec son beau-père, donc imaginez cohabiter avec votre beau-père alors que vous n'entendez pas avec lui et on vous dit vous ne pouvez pas sortir dehors parce que la pluie fait que vous risquez de mourir, c'est génial. Sans oublier que oui, la pluie est un danger, mais le problème c'est que l'eau
potable devient très rare. Vous ne pouvez plus boire l'eau du robinet puisqu'elle est infectée également. Donc là, c'est vraiment un sujet qui est hyper angoissant parce qu'on sait très bien qu'on a besoin de l'eau pour vivre et que si un jour on viendrait qu'à manquer de cette source, mais laissez tomber le bordel que ça serait. Et là, le roman illustre très bien justement le fait que quand on meurt de soif, jusqu'où on est prêt à aller justement pour pouvoir s'hydrater, et aussi à quel point l'eau est tellement rare et tellement dure à trouver que la moindre erreur que vous pouvez faire, toute bête, je sais pas, vous voulez vous faire un thé, vous avez l'instinct d'aller remplir peut-être votre bouilloire avec l'eau du robinet. Et bah non, d'un coup vous vous dites mais je peux pas faire ça, je vais mourir. Et c'est là où j'ai trouvé que le roman était quand même génial, c'est que chaque action que l'on mène par soif doit être hyper réfléchie. Et le problème, c'est que l'eau donc est manquante et il n'y a pas beaucoup de produits finalement qui possèdent un petit peu de jus à part voilà les fruits en boîte où vous avez un peu de jus, les compotes qui sont un peu liquides. Beaucoup de choses font que tu te dis tu peux crever de soif finalement et j'ai vraiment adoré justement ce thème-là sur l'eau. C'est rare qu'on voit des histoires apocalyptiques sur l'eau et vu que c'est quelque chose qui est hyper vital pour nous, j'ai trouvé ça génial. Sachant qu'en plus, bon, c'est un roman adolescent, on est d'accord, vu que l'héroïne a 15 ans. Mais franchement, je trouve que l'auteur, elle a pas été douce avec ses adolescents parce que je me suis dit au départ, je vais avoir du mal à m'identifier à Ruby, ce qui a été le cas parce que Ruby, elle nous fait un peu de peine, mais elle a un peu tête à claque quand même, on a envie un peu de lui en foutre dans la tronche. Mais je me suis dit, l'auteur, elle manque pas de toupet quelque part pour faire vivre des choses aussi horribles à des jeunes adolescents et on se dit on aurait peut-être été à leur place, on se serait peut-être pas comporté de la même manière parce que pour des adolescents, ils se montrent quand même hyper matures selon moi. Je vous en dirai pas plus sur l'histoire parce que de toute façon ça vous spoilerait. Dès le début, franchement, dès les premiers chapitres, tout de suite on rentre dans le vif du sujet. Au début j'avais un petit peu peur, dans le premier chapitre je me suis dit j'ai l'impression que ça va mettre du temps à arriver. Et bah non, même pas. Au bout de la page suivante, c'était déjà la pluie qui tombait et le bordel qui s'installait. Donc vraiment, si vous êtes intéressé justement par un roman apocalyptique qui change, pour une fois on ne parle pas d'un virus zombie, on parle juste d'un virus bactérien, de quelque chose qui fait que les personnes peuvent mourir en contact avec l'eau, mais également en contact avec d'autres personnes physiques. Si vous touchez une personne qui a le virus, vous pouvez tomber malade et du coup en mourir. Et voilà, j'ai trouvé ça super parce que là on n'a pas des gens qui deviennent cannibales et qui s'entrebouffent. Non, on a juste notre source première vitale qui est empoisonnée, donc qu'est-ce qu'on ferait? Et franchement, je vous le recommande, moi j'ai passé un très bon moment, on ne s'ennuie à aucun moment justement, et je lui ai mis la note de 4 sur 5, je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu en e-book Shadow House, La Maison des Ombres, le tome 1, La rencontre de Dan Poblowski, aux éditions Hachette. Donc là nous suivons 5 personnages très jeunes encore, il s'agit d'un roman jeunesse. Nous rencontrons tout d'abord Poppy qui est une jeune adolescente qui est dans un espèce d'orphelinat et qui reçoit un beau jour la lettre d'une de ses tantes qui l'invite à venir dans un manoir où elle pourra vivre avec sa tante et enfin fonder une famille. Forcément, pour une fille qui est orpheline, c'est le rêve, elle part directement dans ce manoir pour pouvoir retrouver sa tante. Nous avons ensuite Azuma qui est une jeune fille qui a perdu sa sœur lorsque celle-ci s'est aventurée dans une des forêts hantées qui se trouve au Japon. Donc en fait c'est la forêt des suicides quelque part puisque chaque personne qui est allée dans cette forêt s'est suicidée et n'a jamais été retrouvée. Azuma espère donc intégrer ce manoir justement parce qu'il semblerait que ce soit une école et que donc elle pourra être avec d'autres élèves et fuir justement son foyer où elle ressasse sans arrêt les affreux souvenirs qu'elle a de la disparition de sa sœur. On a ensuite Marcus qui lui rêve d'intégrer une école prestigieuse de musique puisque dans sa famille peu de personnes comprennent qu'il soit passionné par la musique et donc en recevant une lettre qui l'invite à aller dans un manoir qui est une école de musique, et bien celui-ci n'hésite pas une seule seconde et part pour justement enfin jouer de sa passion. Et enfin les deux derniers personnages, il s'agit de Dash et Dylan qui sont des jumeaux très connus qui passent à la télé, ce sont donc des acteurs et lorsqu'ils reçoivent un mail qui les invite à aller dans un manoir pour justement une nouvelle production qui leur permettra à chacun d'avoir un rôle propre à eux puisque dans les rôles qu'ils jouent à chaque fois ils sont en fait un seul personnage et ils alternent leur passage, et bien pour eux c'est le rêve de toute une vie puisqu'ils pourront enfin avoir leur propre rôle. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire c'est que donc chaque chapitre alterne le point de vue d'un personnage. On comprend très vite qu'on se dit, voilà, ils reçoivent tous une lettre qui les invite à aller dans le manoir de l'Axpour. La lettre les invite tous à aller dans ce fameux manoir. Ce qui
qui est bizarre puisque chacun est invité dans ce manoir mais pas du tout pour la même raison. Aucun n'a vraiment une chose qui se ressemble, soit c'est une école de musique, soit c'est votre tante qui vous invite, soit c'est pour tourner un film, c'est quand même bizarre. Et là où ça va devenir très rapidement angoissant, c'est que lorsque les personnages vont se rendre dans ce manoir, ils vont avoir beaucoup de surprises et je m'arrête là au niveau de l'histoire. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai rien spoilé, de toute façon vous l'avez également dans le résumé. Au moins vous savez voilà que ces 5 personnages vont tous vouloir aller dans ce manoir pour différentes raisons, mais il semblerait que dès que vous franchissez les portes de ce manoir, vous ne pouvez plus en sortir. Je ne dirai pas plus d'un point de vue de ce qui va se passer dedans. Tout ce que je sais, c'est que pour un roman jeunesse, une fois de plus, l'auteur arrive à quand même nous angoisser. Il y a en plus de ça, dans le roman, des illustrations qui sont assez angoissantes. Surtout que voilà, on touche à quand même à un univers où c'est des adolescents, des enfants, enfin... C'est malaisant, c'est forcément malaisant. Et en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a le second tome qui est déjà disponible et je pense que je vais bientôt me le prendre en e-book pour le lire. Parce qu'en plus, c'est un roman qui se lit hyper vite. J'avais peur que, vu comme il était petit, que du coup on rentre pas facilement dans l'histoire ou que des choses restent un petit peu floues et pas assez bien approfondies selon moi. Mais pas du tout, l'histoire au contraire est angoissante. Elle arrive en quelques pages à nous terrifier, à nous stresser. Franchement, j'étais pas forcément à l'aise en lisant ce roman. Alors ce n'est pas non plus de l'horreur pure et dure, mais il est malaisant tout de même. Je lui ai donc mis la note de 3 sur 5 et je vous invite à aller lire ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un livre en lecture commune avec Fanny de la chaîne Les Chroniques de la Fraise et elle a également un blog, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Il s'agit de Les Insurgés, le tome 1, La Conquête de Ellie Kennedy aux éditions Hugo Roman que je remercie pour l'envoi de ce roman. Vous savez qu'Ellie Kennedy, c'est une auteure chouchou de romance. J'avais adoré sa saga Off Campus, ça avait été un coup de cœur cette saga. Je vous invite à aller voir ma vidéo Book Review, je vous la mettrai en barre d'infos. Et également ma vidéo Zoom Saga dessus, donc vous avez le Book Review sur le premier tome et le Zoom Saga sur tous les tomes, toujours sans spoil. Donc j'avais hâte de me plonger dans un autre univers avec cet auteur, sachant que ce livre fait quand même pas mal parler de lui, puisque soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. J'ai remarqué que ceux qui avaient lu d'abord Off Campus et qui avaient lu ensuite Les Insurgés avaient beaucoup aimé. Que ceux qui commençaient avec Les Insurgés et qui finissaient avec Off Campus l'aimaient un peu moins. Donc déjà, premier conseil que je vous recommande, lisez d'abord Off Campus et pourquoi pas Les Insurgés derrière. Mais là, on est dans une histoire de romance qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Le schéma est complètement cassé puisqu'il s'agit d'une dystopie romantique. Romantique, entre parenthèses, parce qu'il y a quand même de l'érotisme. Hein. Pour moi, c'est une dystopie romantique érotique. Romantique, oui, on a une histoire d'amour. Érotique, on a vraiment des scènes de sexe chargées. Je vous préviens, c'est un livre quand même pour un public averti. Justement, il a quand même 3... pictogrammes qui disent voilà qu'il y a des scènes de sexe. Alors vous savez très bien que moi les scènes de sexe ça me gêne pas, mais faut pas qu'il y en ait à foison sinon ça peut vite me gonfler. Là pourtant il y en avait beaucoup dans ce premier tome. C'est passé comme une crème. Bref, je vais vous parler de l'histoire. Donc en fait on est dans un monde voilà qui a été ravagé par des bombes suite à une guerre, donc on est dans un monde post-apocalyptique et on a la population qui est divisée en 2 catégories. On a le Conseil mondial qui dirige la ville, qui contrôle les naissances, qui contrôle beaucoup de choses et qui exerce leur pouvoir par le biais d'exécuteurs. Donc les exécuteurs sont chargés de traquer ceux qui ne respectent pas la loi et plus précisément les insurgés. Les insurgés, ce sont ceux qui vivent de manière totalement libre, voilà, ils font de mal à personne, ils sont dans leur coin, ils ont souvent des camps, en fait, on a souvent des camps d'insurgés qui, voilà, profitent de la vie, etc. et qui essayent justement de ne pas être visibles par les exécuteurs, qui voudront soit les tuer, soit les obliger à aller dans la ville du Conseil mondial, donc à retourner à la cité pour être commandés. Voilà, donc là vous voyez vraiment qu'on a un combat entre les exécuteurs qui veulent imposer leur pouvoir et les insurgés qui veulent vivre libres. Mais entre ces 2 catégories, vous avez une autre catégorie qui sont des brigands quelque part, puisque ce sont des personnes qui n'ont aucune morale. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est de voler, de piller, de violer les femmes, de tuer. Bref, c'est la pire catégorie et dans le premier tome, vraiment, on ne les voit pas plus que ça. Et Dieu merci, parce que voilà, tu te dis, bon, des personnes qui agressent les gens, qui violent, enfin voilà, c'est jamais un sujet vraiment sympa à lire, donc heureusement. Et donc là on va suivre Hudson qui fait partie du Conseil mondial, voilà, donc elle vit dans la cité et un beau jour elle va décider de fuir la cité
puisque son grand frère Dominique, qui dirige une partie du Conseil mondial, va vouloir la marier de force à un homme qui est juste horrible. Cet homme, il s'agit de Knox, et c'est un homme qui est violent envers les femmes. Et Hudson sait très bien que si elle se marie avec lui, il va la violenter et elle n'en a pas envie. Donc elle va décider de fuir la cité, fuir son frère jumeau, parce qu'ils sont quand même jumeaux, et elle va justement intégrer un camp des insurgés, et le dirigeant du camp des insurgés, il s'agit de Connor. Hudson a quand même la manière de vivre de la cité. Elle n'est pas habituée à voir que les insurgés, voilà, boivent, parce que pour eux l'alcool c'est un plaisir de la vie, couchent beaucoup. Il y a quand même des maisons un petit peu comme des maisons closes où tout le monde couche avec tout le monde, voilà, c'est un petit peu des orgies quelque part. Et Hudson forcément est assez surprise, sans oublier qu'elle doit cacher l'identité de son frère jumeau parce que voilà, les insurgés veulent la tête de son frère jumeau. C'est lui qui les traque, c'est lui qui les tue, donc forcément Hudson se dit il faut surtout pas qu'ils sachent que je suis la sœur jumelle de celui qui les tyrannise, parce que sinon ils vont me tuer. Voilà, donc là vous avez le décor. J'en dirai pas plus sur l'histoire, vous le verrez bien assez vite, de toute façon l'histoire elle nous plonge tout de suite dedans, mais c'est hyper complexe parce qu'on se dit Hudson, bah forcément elle va être attachée aux insurgés, elle va vouloir vivre comme eux, elle va vouloir goûter à leur manière de vivre, et ce qui est vraiment surprenant dans cette histoire, c'est que l'auteur a vraiment voulu volontairement nous faire comprendre que l'on est dans un monde où chaque seconde, chaque minute compte, et que les seuls plaisirs de la vie que peuvent s'autoriser les insurgés, c'est de boire, donc c'est l'alcool et c'est le sexe. Alors au début, quand on voit d'abord les premières scènes de sexe, on se dit ça devient quand même hyper chaud, hein. Franchement il y a des scènes, voilà. Mais vu qu'on est dans le contexte où c'est un monde apocalyptique, hein, que les gens ils peuvent mourir à chaque minute quoi, et bah forcément ça adoucit le fait qu'il y ait des scènes de sexe. Moi je vous assure, j'avais vraiment peur au début de m'en lasser parce que je me suis dit moi les scènes de sexe c'est bon quoi, au bout d'un moment ça me gonfle. Mais là vu que c'est une dystopie romantique, érotique, bah finalement ça m'a pas plus choqué que ça et je l'ai bouffé ce roman. Je l'ai bouffé en 2 jours. Bon il est pas hyper épais mais quand même je bossais et je pensais qu'à une chose, c'était me plonger dans ce roman, je voulais savoir ce qui allait arriver à Hudson. Donc c'est pour vous dire. Donc forcément vous devinez que j'ai adoré ce roman. Voilà, moi je vous recommande peut-être de commencer d'abord avec Off Campus et d'après lire Les Insurgés. C'est pour un public averti. Si vous n'aimez pas les scènes de sexe, ça ne sert à rien de lire ce livre, vous allez vous dégoûter. Lisez plutôt Off Campus dans ce cas-là. Mais par contre, si vous avez adoré Off Campus, je vois pas pourquoi vous n'aimeriez pas ce roman. La plume d'Elle Kennedy est toujours la même. Mais là, c'est agréable aussi de voir l'auteur qui devient un peu plus dur. Là, franchement, ces personnages ont vraiment du caractère. On sent qu'ils sont durs, on sent qu'ils ont évolué dans un univers qui n'a pas de pitié. Et j'ai adoré, bref, j'ai adoré. Ça sert à rien que je m'étale 10 ans encore dessus, mais j'ai adoré. C'est pas passé loin du coup de cœur. Il me manquait un petit quelque chose, quoi, je ne saurais vous dire. Mais j'ai vraiment adoré, donc n'hésitez pas à aller voir sinon ma chronique en barre d'infos. Et vous le devinez, il s'agit d'un 4 sur 5. J'ai ensuite eu La Dame en Noir de Suzanne Hill aux éditions L'Archipel. Donc je vous mets la photo ici puisque je l'ai lu en e-book. J'ai découvert ce roman d'abord avec le film dans lequel on a Daniel Radcliffe qui joue le rôle du personnage principal. J'avais beaucoup aimé le film et du coup je me suis dit tiens avec la période d'Halloween qui approche, j'avais envie de lire le roman qui avait inspiré le film. On retrouve Arthur Kipps qui est chargé d'organiser les successions de Madame Drablow. Donc en fait c'est une femme qui est décédée récemment et Madame Drablow possède un manoir qui est sur une presqu'île et qui est accessible que lorsque la marée est basse, puisque si vous voulez, eh bien vous avez un long chemin qui nous mène jusqu'à la presqu'île et quand la marée est haute, eh bien ce chemin est complètement rempli d'eau et donc il est complètement inaccessible. Arthur Kipps est donc envoyé dans cette petite ville de Griffin Grifford et il va se rendre compte que les habitants sont assez flous par rapport à l'histoire de Madame Drablow. Il semblerait qu'il n'aime pas trop aborder ce sujet-là et Arthur va se rendre compte il voit souvent des petits enfants habillés un peu à l'ancien temps quoi, et pas tout à fait vivants comme pourraient l'être des enfants. Ils vont assister à l'enterrement de Madame Drablow et en plus de ça Arthur va croiser une dame habillée tout en noir qui semble être un peu dans un style fantomatique parce qu'elle est hyper blanche, elle a l'air hyper malheureuse et Arthur va tout faire pour savoir qui est cette bonne femme. Mais lorsqu'Arthur aborde ce sujet avec des habitants, les habitants deviennent hyper
peureux, hyper stressé, il se met tout de suite à changer de sujet, à ne pas vouloir aller plus loin là-dessus, et donc Arthur va vouloir enquêter un petit peu plus pour savoir qu'est-ce qui est arrivé exactement à Madame Drablot et pourquoi ce manoir semble si étrange. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, pas forcément pour vraiment le récit en lui-même, parce que pour être honnête, il n'est pas plus que ça effrayant, il y a des moments qui sont quand même malaisants, mais j'ai pas trouvé plus que ça effrayant contrairement au film. Mais ce qui a été vraiment un gros coup de cœur pour moi, pas l'histoire, mais vraiment coup de cœur écriture, c'est la plume de l'auteur. La plume de l'auteur, je l'ai trouvée poétique, envoûtante. C'était un réel plaisir de lire ces lignes en fait. C'est la première fois que ça m'arrive vraiment comme ça, de trouver qu'une écriture d'une auteure me touche à ce point-là et que je la trouve vraiment très belle, très poétique. La description est vraiment fluide, enfin, ça passe tout seul quoi. J'ai vraiment adoré son écriture. Et l'histoire en elle-même, on se dit mais il y a quelque chose d'horrible derrière qui se cache. Alors bon, vous le devinez, vu que j'avais vu le film, je savais très bien où allait nous mener l'histoire, mais ça a été un plaisir justement de redécouvrir cette histoire d'une autre manière, avec des éléments qu'on n'a pas forcément évidemment dans le film, et de voir que finalement on comprend un petit peu mieux aussi pourquoi la Dame en Noir est si mauvaise avec les habitants et si mauvaise avec tout le monde. Ce roman, il a quand même quelque chose. Il a quand même quelque chose parce qu'on parle quand même d'une femme qui a souffert, on parle d'enfants qui meurent dans de tragiques accidents, donc franchement c'est malaisant. Voilà, j'ai pas d'autre terme à dire, c'est malaisant. Si vous avez aimé le film, lisez le livre, vous ne serez pas forcément déçus. Il y a des personnes qui l'ont été, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais vous dire. Moi, j'ai pas du tout été déçue, au contraire, j'ai trouvé ça agréable, surtout comme je vous dis, la plume de l'auteur se lit toute seule. Donc franchement, pourquoi ne pas lire le livre quoi? Pourquoi? Surtout que la plume de l'auteur est géniale. Je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire de la Dame en Noir puisque sinon je risquerais de vous donner des détails qui seraient dommages. N'hésitez pas à aller lire ma chronique qui se trouve en barre d'infos et je lui ai mis la note de 3 sur 5. J'ai ensuite lu le second tome de la série Malcolm qui s'intitule Malcolm plus 1 de Cathy Evans, publié aux éditions Hugo Roman, que je remercie pour l'envoi. Vous savez que j'avais beaucoup aimé le premier tome, je lui avais mis d'ailleurs la note de 4 sur 5. Puisque, je vais vous résumer de toute façon le premier tome pour ne pas vous spoiler le second, n'est-ce pas? On retrouve Rachel qui est journaliste pour le magazine Edge, qui est un magazine qui est un petit peu en faillite puisque bah voilà, ça marche pas forcément bien. Et sa responsable va lui demander eh bien, de faire un article sur le mystérieux Malcolm Saint, qui est un homme riche qui possède une entreprise qui se nomme N4, qui marche très bien. Et qui a justement mis une nouvelle plateforme qui ressemble un peu à Facebook mais qui est concurrente à Facebook, qui se nomme Interface. Et du coup Rachel va devoir creuser dans les sombres secrets de Malcolm pour révéler des informations croustillantes sur le jeune homme. Et malheureusement pour Rachel, elle va se rendre compte que Malcolm n'est pas si dur, n'est pas si homme à femme que tout le monde le dit. Voilà, oui il aime les femmes mais c'est pas forcément un briseur de cœur. Et Rachel va vouloir justement en apprendre plus sur lui au point d'avoir du mal à écrire son article sur Malcolm. Voilà pour vous résumer le premier tome. Dans ce second tome, on suit encore bien sûr le couple de Rachel et de Saint. Je dois dire que ce second tome est à la même hauteur que le premier. Franchement, j'ai encore une fois adoré l'histoire. Ce que j'aime dans ce roman, c'est que Rachel n'est pas le genre d'héroïne qu'on a l'habitude de voir. Souvent, quand on a une histoire d'un homme qui est riche, qui est beau, qui est séduisant, qui a les femmes à ses pieds, la fille qui est l'héroïne va tout de suite écarter les jambes pour coucher avec le gars. Ça nous gonfle, souvent ça nous gonfle, surtout que souvent c'est une fille qui est vierge et qui voilà, ne couche pas avec les gars qu'elle connaît pas, etc. Et qui là, on sait pas pourquoi, l'homme est riche, elle ouvre les jambes. Voilà, c'était la petite parenthèse pour dire coup de gueule. Et bah là non, là Rachel sait que c'est un homme à femme, forcément elle ne va pas coucher avec lui tout de suite, et d'ailleurs dans le premier tome, je vous l'avais dit, ça arrive au bout d'un bon moment avant qu'ils couchent ensemble, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'encore une fois, Rachel ne se rabaisse pas aux stéréotypes qu'on peut avoir sur l'héroïne dans les romances. Et ça, franchement, l'auteur, je lui ai tiré mon chapeau là-dessus. Merci Cathy Evans de ne pas faire encore une fois une héroïne cruche, qui couche avec le gars, qui est complètement débile, amoureuse de lui au point de, voilà, de faire n'importe quoi. Donc franchement, ça change. Et là, dans ce second tome, on a eu pas mal de péripéties dans le premier, et elles vont s'éterniser un petit peu dans ce second. Mais de toute façon, je pourrais pas vous en dire plus sur le second tome, parce que sinon, ça va vite être en spoil. Mais il va y avoir quand même encore une fois des problèmes, des complications. Mais j'ai beaucoup aimé encore une fois cette histoire. L'amour que l'on a dans le couple est vraiment touchant. On aimerait vivre une histoire comme eux en fait, tout simplement parce qu'ils sont entiers, ils n'hésitent pas à se disputer, ils n'hésitent pas à se dire ce qu'ils se reprochent. Et ça change justement des romances un peu mielleuses qu'on a l'habitude de lire.
Donc si jamais vous voulez avoir mon avis un peu plus détaillé, si vous avez lu le premier tome, n'hésitez pas à aller voir ma chronique en barre d'infos, comme ça vous aurez mon avis détaillé avec les spoils du premier tome. Mais après, sinon je ne peux pas vous en dire plus, parce que si vous n'avez pas lu le premier, je peux pas vous parler trop du second. Sachez juste que je lui ai mis donc la note de 4 sur 5 et que donc ma chronique est en barre d'infos. Et enfin, dernier livre que j'ai lu en ce mois d'octobre, il s'agit du tome 2 de la saga Les Insurgés, qui est donc Addiction. Du coup, vous avez eu mon avis sur le premier tome juste avant. Et bien là, dans ce second tome, ce que j'aime bien, c'est qu'une fois de plus, Ellie Kennedy nous propose un couple différent par tome. Ici, on va suivre en fait Lennox et Jamie, qui faisaient partie justement d'une espèce de maison un peu close où tout le monde pouvait prendre du plaisir, n'est-ce pas? Et là, bah justement, on va les suivre parce qu'en fait, Lennox et Jamie sont meilleurs amis. Ils ont toujours été ensemble, ils ont toujours été proches, ils ont toujours tout affronté, et finalement, il semblerait que aussi bien l'un que l'autre aient des sentiments pour l'autre. Donc en gros, Lennox a toujours été attiré par Jamie, mais bon, il se dit on a une relation d'amitié. Et Jamie a toujours été attirée physiquement aussi par Lennox, mais elle se dit voilà, c'est un peu comme mon grand frère. Vous imaginez bien que la relation est hyper compliquée. On est en plus là, dans ce second tome, on rentre vraiment dans le cœur de la dystopie. Le premier tome était plutôt centré sur la romance, ce second tome est beaucoup plus centré sur la dystopie. L'auteur commence vraiment à élargir les horizons sur la dystopie, sur l'univers. On a beaucoup plus de combats, on a beaucoup plus une ambiance un peu stressante parce qu'on se dit voilà, les exécuteurs peuvent attaquer les insurgés. Je ne pourrais pas non plus en dire des 100 et des 1000, il s'agit d'un second tome, même si c'est sur un autre couple, il est vraiment dans la continuité du premier tome et de comment le premier tome s'est terminé. Donc je pourrais pas vous en dire non plus, je suis désolée, mais voilà, je ne veux pas vous spoiler. Mais sachez juste voilà que chaque tome est sur encore un couple différent. J'ai déjà le troisième tome que j'ai reçu là qui est Domination et que j'ai trop hâte de lire, en plus sa couverture elle est rouge, elle est magnifique. Mais franchement, ça a été encore une fois un 4 sur 5. À chaque fois je frôle le coup de cœur, j'en suis pas loin, mais je l'atteins pas, je ne sais pas pourquoi. Mais j'adore cette saga, je trouve que ça change vraiment et j'aime beaucoup moi la dystopie, j'adore les livres de dystopie, c'est vrai que j'en lis un peu moins cette année, mais j'adore la dystopie et de là d'avoir la dystopie avec de la romance, donc le stress de se dire on est dans un monde où on peut mourir chaque seconde et d'un côté on aime tellement la personne qu'on veut la protéger. Il y a même un moment, un passage dans ce livre où j'avais les larmes aux yeux, j'étais trop triste. C'est hyper émouvant parce que voilà, on sait que les personnes s'aiment et qu'elles peuvent se retrouver sans leur moitié parce qu'on est dans un monde où on se fait tuer tout le temps quoi. Enfin vraiment, lisez cette saga, moi je l'adore. Je peux comprendre que des personnes ont eu du mal parce qu'il y a des scènes de sexe. Soyez rassurés sur le fait que d'ailleurs dans ce second tome, les scènes de sexe sont beaucoup moins présentes. Il y en a des toujours chargées, hein, on va pas se mentir. Le peu qu'il y en a, elles sont quand même assez chargées, mais elles sont moins choquantes peut-être pour des personnes que dans le premier tome. Dans le premier tome, il y a vraiment des scènes que je n'ai pas lues dans d'autres romans, pour vous dire. Pourtant, j'ai lu 50 nuances degrés, hein, on va pas déconner. Je pense que si on a lu 50 nuances degrés, on s'attend pas forcément à voir des choses un peu plus hautes que 50 nuances degrés. Eh bien si, figurez-vous que Ellie Kennedy y arrive très bien. Voilà. Donc si jamais vous avez lu le premier tome et que vous voulez mon avis une fois de plus complet sur ce second tome, n'hésitez pas à aller lire ma chronique en barre d'infos. Et dans tous les cas, vous le devinez, c'est bien sûr un 4 sur 5. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire justement si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, si vous a plu ou non. Et d'ici là, eh bien je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!